Grand angle exceptionnel consacré ce soir à la disparition de David Bowie. Avec nous sur le plateau de 64 minutes, Mathieu Thibault. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant musicologue, vous êtes l'auteur de l'Avant-Garde Pop, édition Le Mot et le Reste. Vous êtes aussi l'auteur de la trilogie Bowie-Eno, influence de l'Allemagne et de Brian Eno sur les albums de David Bowie entre 1976 et 1979, édition Camion Blanc. À vos côtés, Éric Jean-Jean. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes animateur radio à RTL, chroniqueur musical. Et puis avec nous également, puisque ce soir, la chronique culture et le grand angle ne font qu'un, Estelle Martin. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Ouais. Vous avez préparé quelques temps forts de la carrière musicale donc de David Bowie. Éric Jean-Jean, vous avez interviewé 3 fois David Bowie. Le monde de la musique, et pas seulement du rock, perd l'un de ses plus grands artistes. Oui, c'est l'un des plus grands artistes qu'on ait eu, sans doute un des plus comment dire, éclectiques, un des plus étonnants. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait que de la musique, il n'a pas fait que raconter sa vie comme a pu le faire un Springsteen ou un Dylan. Il a fait aussi des recherches dans la culture, dans l'art, dans le dessin. Il était aussi peintre, il faisait des aquarelles. Enfin, il a réussi à réunir toutes les cultures. C'est marrant parce que les gens de ma génération, les cadras, on a connu Bowie dans sa période la moins intéressante qui est Let's Dance. Et puis finalement, on se rend compte qu'il a fait tellement plus. Mathieu Thibault, c'était un artiste à part, David Bowie ? Oui, pour les raisons évoquées par mon camarade ici présent, notamment par le fait qu'il a su manier les différentes disciplines avec brio, c'est-à-dire qu'il a mêlé musique, images, scénographie théâtrale, danse, mime, costume, maquillage, enfin toutes ces disciplines qui auparavant ne faisaient pas qu'un, il en a fait une sorte d'art total. Alors c'est quelque chose de très classique, maintenant on a des Lady Gaga, des Madonna, des Björk qui font tout ça, mais il faut avouer quand même qu'avant Bowie, il n'y avait pas eu vraiment d'artiste pop qui arrive à mêler autant les disciplines et aussi les grilles de lecture, c'est-à-dire qu'il y a de l'avant-garde, il y a de la pop, il y a de l'expérimentation, il y a des mélodies, il y a tout ça en même temps. Et ironie du sort, son dernier disque est sorti il y a tout juste 3 jours, vendredi. On écoute un extrait de Lazarus. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Voilà, ce disque est sorti il y a 3 jours, le 8 janvier. C'était d'ailleurs l'anniversaire de David Bowie. Estelle, beaucoup voient dans ce clip une sorte de message posthume. Oui, alors Lazarus, déjà rien que le titre, Lazarus, ce personnage de la Bible, mort et ressuscité. Puis si vous écoutez les premières paroles de ce titre, regardez, je suis au ciel. Alors c'est peut-être facile aujourd'hui de dire que c'était un album testamentaire, mais c'est vrai que c'est un album qui est crépusculaire, qui est très sombre. Et vu sa maladie, on peut se dire qu'il l'a écrit dans cet état d'esprit. D'ailleurs, son producteur de toujours, Tony Visconti, a eu ces mots « Black Star, pour nous, c'est son cadeau d'adieu ». Et c'est vrai que c'était peut-être un cadeau d'adieu qu'il a choisi de nous livrer le jour de son anniversaire, le 8 janvier. Un album où, encore une fois, il se renouvelait totalement, où il allait vers le jazz, vers l'improvisation. Et c'est vrai qu'il avait séduit les critiques. Il sera peut-être... Et maintenant, le public va suivre, évidemment. Éric Jean-Jean, sur ce disque, sur ce morceau qu'on vient de voir. Justement, on a vu des images du clip là pendant que vous parliez. Alors c'est facile de parler après coup et tout le monde l'a fait, mais c'est vrai. Ouais. Il est dans un lit d'hôpital, il a des bandelettes autour de lui. On le voit se débattre dans le lit, puis debout avec ce visage un peu émacié, fatigué, ses cheveux plaqués blancs. Voilà, oui, on se dit en effet. Puis quand on traduit les paroles, oui. Mais bon, c'est facile de dire après coup. Juste pour cet album, il est formidable. C'est un album formidable avec des morceaux très longs, avec un Bowie justement plutôt audacieux, avec un groupe de jazz expérimental. Ouais, c'est un super album. Mathieu Thibault. Oui, effectivement, je suis d'accord. D'un point de vue strictement musical, le dernier album, c'était vraiment une excellente surprise artistiquement parce que c'est un renouvellement incroyable. Et il y a une maîtrise, un aboutissement sur les 7 titres qui, moi, m'a rappelé vraiment les grandes heures des années 70 et notamment un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Station to Station. Et en même temps, en proposant quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, il y a une complète équipe de collaborateurs qui s'est renouvelée également. Donc on sentait que... Enfin,
c'est étrange parce que c'était un renouveau artistiquement parlant, mais bon, ça sera le dernier, mais c'est une belle fin quand même. Vous parlez de renouveau, il y a aussi un mot très fort quand vous parlez de David Bowie, c'est celui d'avant-gardiste. Vous êtes musicologue, vous le qualifiez d'avant-garde de la pop. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est tout simplement qu'il l'a dit lui-même, d'ailleurs, il l'a plus ou moins toujours dit depuis Ziggy Stardust en 72, qu'il essayait de prendre de la haute culture et de l'amener au niveau de la rue, c'est-à-dire de mélanger à la fois des expérimentations très contemporaines, des choses de Andy Warhol par exemple, mais aussi les films d'Andy Warhol qui sont particulièrement étonnants, du Nietzsche, la philosophie de Nietzsche, et tout ça, mettre ça sur scène, en faire des chansons pop avec des couplets, des refrains, un groupe de rock, et plaire aussi aux adolescents par cette image androgyne. Donc c'est une sorte de mélange qui, encore une fois, est assez rare, parce qu'on a en gros le meilleur des deux mondes. On a de l'expérimentation, donc de l'originalité, et en même temps une forme pop qui est très accessible et populaire. C'est vrai qu'au début, il avait surpris et même choqué quand il était apparu sur ses pochettes d'albums, travesti en femme, et qu'il avait apporté une espèce de nouvelle voix dans ce monde de la musique. Et pour revenir à ses albums emblématiques, on va écouter Life on Mars, si vous voulez bien, parce que c'est vrai que c'est un de ses titres cultes de David Bowie. Tentative d'adaptation d'un des plus grands standards de tous les temps, qui est comme d'habitude My Way. À la fin des années 60, toute l'équipe de Claude François cherche une adaptation en anglais de cette chanson, donc comme d'habitude, qui sera fait par Paul Anka avec le succès qu'on connaît. Et on demande à David Bowie de faire une traduction, il en fait une chanson, puis ça marche pas. Et donc c'est pas grave, il les garde, et le matériau qu'il va garder pour ça, avec la musique, il n'est pas sans rappeler cette musique My Way, ça va devenir le fameux Life on Mars. Et pour en revenir à la différenciation de Bowie avec les autres, en fait, il faut aussi le replacer dans le contexte historique du moment où il explose. C'est-à-dire que quand il arrive, lui, c'est la fin des années 60. C'est-à-dire, il y a déjà les Beatles qui ont explosé. Il y a déjà eu les Rolling Stones, il y a déjà eu les Who. Lui, il commence par faire un peu de pop, folk, il n'a pas encore trop trouvé son style, et à un moment, c'est quand il découvre son style à lui, qu'il va inventer le personnage de Ziggy, le début des années 70, où là, il va vraiment exploser, mais c'est parce qu'il a été obligé ou qu'il a eu envie d'inventer quelque chose qui n'existait pas. Parce que, honnêtement, la décennie avant lui, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on dit de lui aussi aujourd'hui qu'il est intemporel, atemporel, au fond, vous qui y êtes intéressé à ces albums des années 70, ça veut dire quoi ? Qu'il a su renouveler perpétuellement son genre Oui, style. alors ça, mais pour moi c'est deux choses différentes, mais effectivement très clairement on parle souvent de Bowie en tant que caméléon. Alors ces détracteurs trouvent justement qu'il a tendance à trop virevolter de genre en genre, mais effectivement force est de constater qu'il n'y a pas deux albums qui se ressemblent sur les 28 qui sont sortis, et qu'il y a un bon paquet de chefs-d'œuvre quand même s'il y a un passage à vide dans les années 80 effectivement, et à chaque fois un groupe différent, un style différent. Il est passé par pop folk progressive, voire hard rock au départ d'ailleurs sur le deuxième album, enfin sur le troisième, The Man Who Sold the World, glam rock, soul au milieu des années 70, électronique à la fin des années 70. Vraiment, son âge d'or, c'est les années 70, mais même après, il s'est renouvelé. Et il a cette sorte de pop un petit peu protéiforme qui a diverses influences. Là, effectivement, sur le plateau, on voit des images de Heroes. Qu'est-ce qu'il est beau sur ces images. C'est un parfait exemple de chanson pop étrange, parce qu'elle évolue comme un grand crescendo avec des guitares qui font des montagnes bruitistes, et en même temps, c'est très accessible. Alors Estelle, oui, vous avez retrouvé, Estelle, il me semble, dans les archives de TV5 Monde précisément, de bien belles images. Oui, alors Éric Jean-Jean a interviewé 3 fois David Bowie, quel homme chanceux, mais Amobé Mévégué pour TV5 Monde l'a aussi rencontré en 2003, et il revient dans cette interview, dans cette émission, sur le fait qu'il change de genre fréquemment, il l'assume et il explique sa démarche. Écoutez-le. I guess over the years I've worked in so many different kinds of areas. So again, now I just don't question it until I finished an album, and then look back at it and start to analyze it and realize how many styles I utilize. But at the time, it doesn't occur to me they're all different styles it's all just songs. It's just pieces of music that we create in the studio, you know.
Voilà, un acoustique spécial Bowie qui sera retransmis sur notre antenne et qui est déjà, que vous pouvez déjà voir sur nos différents réseaux sociaux. Alors c'est vrai que parfois David Bowie, là il se montre d'une certaine humilité. On a parfois dit qu'il était un peu égotique. Éric Jean-Jean, vous qui l'avez rencontré, il était plutôt humble? Oui, moi je l'ai rencontré aussi dans les années 90, c'est-à-dire il avait déjà très largement, ou peut-être même complètement arrêté sa consommation de cocaïne, qui l'a rendu complètement barré dans les années 70. Oui, il avait arrêté. C'est D'après les d'après, non mais parce que D'après les non mais ça l'a rendu fou, paranoïaque, il s'est même fait, je crois, exorciser. Enfin, il était complètement dingue. Mais je crois que la coke fait partie de la création de Bowie de cette période-là, du début des années 70. Moi, je l'ai rencontré dans les années 90 et je rencontre un type beau comme un dieu, avec ce regard très étrange à une bagarre quand il avait 15 ans, qui fait qu'il a la pupille dilatée à gauche. Donc déjà, c'est très particulier. En plus, il me chambre pendant le premier quart d'heure en m'appelant Pussy Bear, donc on se marre et tout. Et le personnage était délicieux, bien élevé. Le dernier entretien que j'ai fait avec lui, on a pris un thé, on a bavardé comme ça pendant un petit moment. Non, c'est un type cultivé, mais d'une culture dingue, qui connaissait la musique. En fait, je crois que c'est aussi pour ça. Il avait une culture musicale tellement importante qu'il a réussi à attraper ce qu'il y avait dans l'air du temps, ce qu'il avait envie de créer lui-même, parce que c'était un vrai créateur, et de ne pas oublier ce qui existait avant. Mathieu Thibault, beaucoup de réactions, notamment des spécialistes du rock comme vous, du monde culturel, mais aussi politique, parfois inattendu. L'Allemagne déclare que David Bowie a contribué à la chute du mur de Berlin. Vous qui vous êtes intéressé à l'Allemagne sur un plan musical, peut-être d'abord une réaction sur ces propos? Pourquoi pas, ça n'engage que l'Allemagne. Ce qui est certain, effectivement, c'est qu'il y a une histoire de Bowie et l'Allemagne, parce qu'à la fin des années 70, quand il voulait justement fuir la cocaïne, fuir les excès, il s'est réfugié en Allemagne pour être Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est là qu'il y a eu un renouveau esthétique, avec Iggy Pop notamment. Et alors, d'un point de vue politique, je ne sais pas, mais disons que oui, enfin, Bowie s'est jamais caché d'être tout à fait pro-liberté, pro-réunification. Tu sais, où les deux amoureux se donnent rendez-vous de l'un bah, c'est dans Heroes. Heroes serait inspiré de cela, ouais, effectivement. Et en fait, d'un côté et de l'autre du mur aussi. Voilà, donc il y a une vision positive, ça c'est certain. Et comme la chanson est très connue, on peut imaginer que... Voilà, un peu de mythologie, ça fait pas de mal. La superstar mondiale qui se plonge en direction des musiques européennes, Kraftwerk, la musique électronique, etc. Enfin, voilà, c'est important. Alors, je ne sais pas si vous aviez pu voir cette grande exposition qui était consacrée à David Bowie Is. Et alors, il y a eu aussi David Bowie Is, donc David Bowie et 3 femmes. C'était dans le spectacle de Philippe Découfflé, un chorégraphe français, Wibo, qui a été programmé en même temps que l'exposition à la Philharmonie de Paris. Et donc, pour Découfflé, David Bowie, c'était 3 femmes, 3 jeunes femmes, des rockeuses, des musiciennes, une Suisse, Sophie Hunger, 2 Françaises, Jenny Beth et Jeanne Haddad. Alors, Jeanne Haddad, qui est avec nous en direct de Nancy, où elle est en résidence. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Alors vous avez incarné David Bowie déjà. Que représentait-il pour vous en tant qu'artiste David Bowie, cette légende? À l'époque c'était quelqu'un d'assez lointain et voilà, vous faites appel à la moins spécialiste de toutes ce soir. C'était quelqu'un d'assez lointain mais que j'ai découvert en fait comme auteur en chantant ses chansons. Et j'avais une image de quelqu'un qui était quasi uniquement sur l'image et j'ai découvert un auteur incroyable. Et comment vous avez fait pour vous réapproprier ces titres? Parce que vraiment, vous avez chanté des tubes de David Bowie. En fait, moi j'ai écouté sa voix et parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est commun de l'imaginer vraiment comme un bon chanteur ou comme... c'est quelqu'un qui utilise plein de registres de voix. C'est-à-dire c'est plutôt comme un comédien quasi, il a toutes sortes de registres. Et c'est-à-dire, par exemple, sur une chanson comme Ashes to Ashes, il passe d'un truc très contrôlé, dans l'aigu très doux, à quelque chose de plus scandé avec la voix de poitrine, etc. Donc je me suis attachée à des détails techniques, en fait, comme ça, et à les transposer avec ma voix à moi. Et voilà, j'ai écouté des détails de cet ordre. Et est-ce qu'il y a une pression? Enfin, on se dit qu'il y a une pression de réinterpréter David Bowie. Oui, sans doute. Sans doute le fait d'être un peu néophyte, du coup, m'a pas mal aidé de ce point de vue-là. Après, il y a de la pression partout. Si on écoute la pression, on fait pas grand-chose. Peut-être. Très bien, merci Jeanne Haddad de nous avoir fait partager donc cette émotion et comment vous avez travaillé ces titres de David Bowie. Je rappelle le titre de votre premier album à vous, Be Sensational. Comme merci. David Bowie, merci à vous. Et on va rester avec David Bowie, si vous le voulez bien, avec un titre qui a été très critiqué. On en parlait, c'est comme ça que, quand même, parler puriste, Let's Dance.
Let's Dance, messieurs. Éric Jean-Jean, vous aviez 14 ans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bowie, cet album donc produit par le guitariste historique de Chic, qui à l'époque produit tout, hein, parce qu'il a cartonné, et qui 14 millions quand même il en a vendu. Alors justement, un peu trop commercial, non? Il trouve que c'est les fameuses années MTV, les années un peu mainstream, on va le mettre dans la mêlée de Michael Jackson, de Madonna, tout ça, mais quand même, à la réécoute, c'est quand même bien, quoi. Puis moi, ça me rappelle des souvenirs. Mais Mathieu, sur ce trop commercial ou pas, c'est... L'adjectif commercial, de toute façon, il est un petit peu désuet, parce que de toute façon, il voulait vendre Bowie. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour la première fois, en fait, il délègue beaucoup. C'est pour ça qu'il est un peu mal aimé dans l'esprit des fans, parce qu'il délègue beaucoup à son producteur, et Bowie fait pas grand-chose, en fait. Ouais. C'est pour ça que donc, c'est difficile de séparer la façon de faire du résultat. Au final, il reste effectivement un album avec des tubes qui font danser et efficaces. Et un concert mémorable, 1983, Hippodrome d'Auteuil, en 2 jours, il réunit 150 000 personnes. Le plus gros concert de la décennie. On va peut-être passer juste en quelques mots ce qui le caractérise d'un point de vue en pure musicologie, vous qui êtes enseignant musicologue. Alors, il y a Jeanne Adette tout à l'heure qui parlait effectivement de sa voix, du fait qu'il a beaucoup de registres vocaux. Effectivement, si on écoute dans Diamond Dogs, par exemple, un album qui n'est pas forcément son meilleur, mais qui montre beaucoup ses facultés à avoir une voix de crooner très grave, une voix très opératique aiguë, une voix pincée, etc. Donc techniquement, déjà, il a beaucoup de ressources. Et aussi, en termes de composition, on a toujours des chansons avec des refrains, mais il n'hésite pas à malmener les structures, à mettre des mélodies un petit peu sinueuses, à mettre aussi des arrangements inhabituels, avec des synthétiseurs alors que personne n'en mettait, ou inversement des guitares quand ce n'est plus la mode. Donc tout ça, ce sont des éléments qui existent déjà, mais il les fait au bon moment quand personne d'autre n'a le même esprit de synthèse. Et alors ce n'est pas un hasard s'il s'est lancé dans le cinéma avec plus ou moins de succès dans Furio. C'était incroyable, il était incroyable dans Furio, mais je ne sais pas si dans Les Prédateurs avec Catherine Deneuve, mais Ponce Pilate, il a fait des trucs super aussi. Oui, Ponce Pilate, La dernière tentation du Christ, il avait des choix assez éclectiques comme dans sa musique, mais il y a quand même J'arrête le roi des gobelins, et là c'était culte, c'était dans Labyrinthe où je crois qu'il chantait Let's Dance. Donc là voilà, mais c'est vrai qu'il a eu aussi une carrière au cinéma et on comprend pourquoi, parce qu'il savait jouer un personnage. D'ailleurs tous ses albums sont conçus comme des histoires, et l'un de ses films préféré, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace, et c'est ce qu'il raconte. Il raconte l'histoire d'un astronaute, Tom, dans Space Oddity. Oui, c'est inspiré par ça. Voilà. Merci beaucoup, Éric Jean-Jean, Mathieu Thibault.